L'épisode 1 avait été consacré à l'étude des ondes, l'étude du phénomène physique constitué par les ondes, la façon dont elles sont émises, la façon dont elles se propagent, la façon dont elles sont absorbées. Et puis, nous les avons classées en deux grandes catégories. D'abord, les ondes matérielles, ce sont celles qui circulent dans un milieu, comme un liquide ou un gaz, et que j'appelle les ondes sonores, parce que c'est parlant. Et les ondes qui se propagent dans le vide, qui sont des ondes de champ, qui n'ont pas besoin de support pour se propager, et parmi lesquelles, de loin les plus importantes, les ondes électromagnétiques. Si les premières s'avèrent peu inquiétantes, c'est parce que d'une part on peut les détecter, on peut détecter les supports sur lesquels elles circulent, et donc elles nous paraissent plus familières, même si bien sûr elles peuvent avoir des effets néfastes comme les tremblements de terre ou comme le bruit des autoroutes ou des aéroports pour les riverains. En revanche, les ondes électromagnétiques, si on met à part la toute petite fenêtre en fréquence des ondes visibles par l'œil, dans la majeure partie des cas, elles sont invisibles et circulent dans le vide, donc sans support. On ne peut pas les détecter. Donc notre corps ne peut pas les détecter alors qu'on peut suspecter qu'elles peuvent avoir des effets. Elles sont donc inquiétantes. Et c'est la raison pour laquelle le développement d'applications des ondes électromagnétiques dans la société est souvent sujet à de nombreux débats très animés, comme par exemple le développement du compteur Linky ou la mise en route de la téléphonie selon la norme 5G. Eh bien, ces débats-là, en fait, sont multiples. Ils ont des aspects politiques, ils ont des aspects économiques, et ils ont des aspects sociologiques ou psychologiques, et ils ont des aspects physiques. Et malheureusement, faute souvent de connaissances, dans les débats, tous les niveaux sont mélangés, et souvent, les aspects physiques sont pris comme argument de base pour finalement dérouler les arguments qui ont des visées politiques ou économiques. L'objectif de cet épisode, c'est donc de clarifier les effets physiques des ondes sur la matière et sur la matière vivante, afin ensuite de pouvoir débattre en toute sérénité, en toute clarté, sur les effets sociologiques, économiques ou politiques. Donc parlons des ondes et des champs électromagnétiques. Alors avant d'aborder les différents aspects, eh bien, il faut clarifier quels sont les effets potentiels. Je les classerai en trois niveaux. Il y a d'abord le niveau physique, puisqu'il s'agit de l'interaction d'une onde, phénomène physique, avec des molécules, des atomes, avec de la matière, qui sont des systèmes physiques. Donc là, il y a un phénomène physique, comme par exemple la production de chaleur ou l'ionisation de molécules, qu'il faut étudier en tant que phénomène physique. Et cela concerne les ondes interagissant avec n'importe quelle matière. Mais dès qu'on aborde le problème du vivant, eh bien, on aborde des problèmes de nature que je qualifie de physiologique, puisque les organismes vivants sont, surtout pour les niveaux supérieurs, pilotés par un système nerveux qui est constitué de neurones dans lequel circule un courant électrique. Il peut y avoir interaction entre ce courant électrique et les ondes électromagnétiques, donc il peut y avoir des effets que je qualifie de physiologiques, parce qu'ils peuvent modifier certains fonctionnements humains sans perturber, sans avoir un effet sur le niveau inférieur de la constitution de la cellule ou la structure cellulaire. Donc effet physiologique, effet sur le fonctionnement, mais pas effet sur la structure. Enfin, chez les êtres supérieurs, le système nerveux est le support de ce qu'on peut appeler le phénomène conscient ou du comportement en général. Et bien entendu, puisqu'il peut y avoir influence des ondes électromagnétiques sur le système nerveux, ceci peut avoir des impacts sur le comportement des gens et donc avoir des effets psychologiques, comme par exemple la perte d'attention, l'irritabilité. Donc trois niveaux. Bien sûr, en tant que physicien, je n'aborderai que le problème de base, qui sont les effets physiques, en essayant de clarifier les choses pour que les discussions sur les niveaux supérieurs et voir les aspects sociologiques et économiques soient plus clairs. Alors, pour rappeler, eh bien, la distinction entre ondes et champs qui est souvent complètement confuse dans beaucoup des débats, il faut comprendre que
un système dans lequel circule un courant continu ou lentement variable, très basse fréquence, TBF, eh bien, peut être une source de champ, soit un champ électrique, soit un champ magnétique. Alors ces champs, en général, sont découplés, ils ne rayonnent pas, et ils ont des effets à courte distance, puisque leur effet diminue comme le carré, l'inverse du carré de leur distance. Et que pour avoir des effets sensibles, il faut avoir des courants très intenses, par exemple les courants qui circulent dans les plaques à induction ou les courants qui circulent dans les lignes à haute tension. Lorsque on a des courants à haute fréquence, à ce moment-là, il se produit un couplage entre les champs électriques et magnétiques pour donner lieu à des ondes qui, elles, se propagent dans le vide et ont des effets à beaucoup plus longue portée que les champs magnétiques ou électriques, comme par exemple les fours à micro-ondes ou les rayons X scanners ou les ondes de la téléphonie mobile. Alors parlons des champs, c'est-à-dire ce qui circule dans les lignes à basse fréquence, comme par exemple les lignes à haute tension. Les lignes à haute tension peuvent créer un champ électrique qui peut induire un courant, un faible courant, dans le corps humain, qui va circuler de la tête vers les pieds avec un changement de sens au fur et à mesure que le courant change de sens. Le champ magnétique, lui, va induire des courants circulaires qui vont circuler dans le corps de manière circulaire, et là aussi avec changement de sens à chaque alternance. Si vous avez le temps, vous faites appuyer sur pause pour étudier en détail la figure un peu complexe qui est là-dessus, qui vous fait un résumé des effets magnétiques et électriques des lignes à haute tension. D'une part, en fonction de la tension, justement, les lignes à très haute tension, moyenne tension ou basse tension, celles qui sont proches de votre domicile, et en fonction de la distance, en dessous de la ligne, à 30 mètres ou à 100 mètres. En orange, vous avez les données pour les champs électriques en volts par mètre, et en vert, les données pour les champs magnétiques. Nous verrons plus loin la signification de ces unités, mais vous apercevez comment, par exemple, pour le champ électrique, la décroissance très rapide des effets qui est liée à la décroissance en 1 sur R2 de tous les phénomènes. Et puis surtout, le fait que les phénomènes sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus intenses dans les lignes à très haute tension que dans les lignes d'alimentation des maisons pour lesquelles les phénomènes sont quasiment négligeables. Alors, champ électrique et champ magnétique, il faut savoir qu'il n'y a pas que les lignes à haute tension, que tous les appareils électroménagers que nous avons, comme ils sont alimentés en 50 Hz, vont émettre des ondes électriques et ou magnétiques. Ici, vous avez un tableau, là aussi, en mettant sur pause, vous aurez le temps d'étudier, qui expose en orange les valeurs des champs électriques et en vert des champs magnétiques de différents appareillages électroménagers en fonction de la distance, 5 cm, 30 cm ou 1 mètre. Comme vous le voyez, la distance, là aussi, décroît très vite et vous apercevez quand même que les champions des émissions sont par exemple le radio-réveil, le grille-pain pour le champ électrique, les télévisions pour le champ, les grille-pains pour le champ magnétique et les télévisions pour les champs électriques. Ces ordres de grandeur sont difficiles à comprendre. On peut se poser la question, est-ce que c'est dangereux? À quoi ça correspond? On peut classer un peu les appareils. Alors pour ce faire, je vais illustrer par 2 exemples. Premièrement, pour les champs électriques, je vais prendre le cas du champ électrique créé par une pile d'1,5 V entre son pôle plus et son pôle moins. Eh bien, un petit calcul rapide vous montre que le champ électrique correspond à 40 volts par mètre. 40 volts par mètre, c'est moins que la plupart des appareils électroménagers à 30 cm, sauf peut-être la télévision. Mais là aussi, quand on connaît le champ électrique et les effets d'une pile de 1,5 V, on imagine que les effets sur la santé sont faibles, voire très faibles. Pour le champ magnétique, on prend la référence du champ magnétique terrestre, qui est de 47 microtela, et l'on voit que à n'importe quelle distance et pour n'importe quel appareil, les valeurs de champ magnétique sont très largement, voire souvent des ordres de grandeur inférieurs au champ magnétique terrestre. Donc,
sauf si on ne dort pas sur son radio-réveil avec son grille-pain allumé en regardant la télé, le nez sur l'écran, eh bien, on s'aperçoit que les valeurs de champ électrique et magnétique émis par nos appareils ménagers sont très loin des valeurs que l'on retrouve facilement dans la nature, beaucoup plus basses. Mais le débat, ce n'est pas ça, alors que ça devrait être. Le débat, c'est le Linky. Qu'en est-il pour le Linky? Mais le compteur Linky, en tant qu'appareil alimenté par 50 Hz électriques, est une source de champ électrique et magnétique, et on verra plus loin une source d'onde plus tard. En tant que source de champ, à 30 cm, un compteur Linky a un champ électrique de l'ordre du 1 volt par mètre, c'est-à-dire 40 fois plus faible que le champ électrique créé par une pile de 1,5 V, et un champ magnétique de l'ordre de 0,1 microtela à 0,05 microtela, c'est-à-dire de l'ordre de 1000 fois inférieur au champ magnétique terrestre. Donc, le compteur Linky est parmi les appareils électroménagers qui est des sources les plus faibles de champs électriques et magnétiques, sachant que par ailleurs, il est souvent isolé dans une pièce loin de l'habitation principale et qu'on vit plus près de sa bouilloire, de son radio-réveil et de sa télévision que de son Linky. Pour la mémoire, voilà les valeurs limites légales pour les travailleurs qui travaillent dans un environnement électromagnétique. Et toutes ces données-là sont consultables sur le site de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, qui est en charge de contrôler tous ces aspects-là. Voilà pour les champs émis par les courants de faible fréquence. Maintenant, on va parler des ondes. Si les fréquences augmentent, il y a couplage entre le champ électrique et le champ magnétique avec émission des ondes. Et ces ondes-là peuvent être absorbées, et sont absorbées, selon deux modes que l'on a vus dans l'épisode 1, soit l'émission désordonnée, toutes les ondes de toutes les fréquences sont absorbées et transformées en chaleur. Suivant les cas, si c'est par exemple un panneau solaire, elles sont plutôt absorbées en surface et ne vont pas pénétrer profondément, alors que les ondes sur les liquides, ou voire les corps vivants, les organismes vivants, plutôt à dominante de liquide, peuvent être absorbées plutôt un peu plus en profondeur et vont pénétrer un peu plus profondément dans le corps. Donc suivant les cas, on calculera l'effet des ondes par la puissance calorifique qu'elles induisent, soit en surface, watts par mètre carré, soit en profondeur dans le corps, en watts par kilo. Alors, il y a bien sûr des possibilités de fréquence résonance, c'est-à-dire que les ondes électromagnétiques peuvent induire des effets électriques, chimiques ou mécaniques dans les corps, y compris les corps vivants, comme casser les molécules, créer des ions, etc. Donc, on va regarder ces deux aspects-là et on va analyser les équipements de base comme la téléphonie mobile ou le compteur Linky à la lumière de ces deux éléments-là. Alors, le principe de base qui va nous permettre de clarifier les effets des ondes sur n'importe quoi, les atomes, les molécules, c'est que les effets physiques vont être liés au rapport entre la longueur d'onde, de l'onde émise électromagnétique et la taille des objets. Nous faisons une taille de l'ordre du mètre. Eh bien, il faut savoir que les ondes de la radio de AM ou FM sont plutôt de l'ordre du kilomètre. Eh bien, nous sommes traversés sans problème par des milliers d'ondes émises par toutes les sources de radio qui nous entourent, sans qu'il y ait interaction entre ces ondes de radio et notre corps, dans la mesure où nous avons une taille qui est hors de proportion par rapport aux longueurs d'onde émises. Et donc, il va falloir regarder les rapports entre les longueurs d'onde et la taille des objets en considération. Alors, quels sont les différents niveaux, et plutôt les niveaux d'effet que peuvent avoir les ondes électromagnétiques? Le niveau le plus bas, c'est le niveau qu'on appelle d'agitation thermique, c'est-à-dire il va y avoir interaction avec les molécules, en agitant les molécules, sans modifier la structure, donc il y a production directe de chaleur. Il peut y avoir un effet à des énergies plus élevées dans lequel la molécule va vibrer. Ici, c'est une image d'une molécule d'eau qui vibre avec ses deux atomes d'hydrogène en bleu.
ceci va donc être une source d'énergie, mais dès que le rayonnement électromagnétique va cesser, il va être transformé en chaleur parce qu'il n'y a pas eu de modification de la structure de la molécule d'eau. Par contre, si on augmente l'énergie, notamment pour les grandes molécules comme les molécules d'ADN qui sont plus fragiles, il peut y avoir une rupture de l'ADN qui peut avoir des effets très néfastes sur le code génétique humain. Plus on augmente l'énergie, on va atteindre non plus les niveaux des molécules, mais le niveau des atomes, avec des phénomènes d'ionisation qui peuvent créer donc des ions réactifs qui peuvent attaquer le fonctionnement des cellules. Et puis plus très énergétiques, les rayons gamma émis par les noyaux atomiques qui peuvent détruire directement les cellules. C'est ce qui est utilisé par exemple dans le traitement du cancer. Alors maintenant, mettons en parallèle ceci avec les différentes modes de transmission. Donc la chaleur, agitation sans modifier la structure, vibration des molécules, rotation des molécules, production indirecte de chaleur, rupture de liaison, on parlera d'effets mutagènes et carcinogènes. Plus bas, on parlera de ionisation avec des effets de mutation ou de lésions cellulaires, et la mort cellulaire par interaction avec les rayons gamma. Alors, on va regarder maintenant les fréquences associées potentiellement à de tels effets. Alors, pour ce faire, on va commencer par regarder les longueurs d'onde qui sont inférieures à la lumière, longueurs d'onde supérieures à la lumière visible, donc des fréquences plus faibles que la lumière visible, qui sont des fréquences, par exemple, pour la radio mobile, téléphonie mobile de l'ordre du décimètre, et qui sont donc, qui ont très peu de possibilités d'interagir avec le niveau cellulaire des corps, des constituants du corps humain, et pour lesquels les effets dominants sont des effets thermiques. Quand on ira vers la fréquence de 10 puissance 16 Hz, qui sont celles de l'UV, des ultraviolets, plus énergétiques que la lumière visible, dans ce cas-là, on commence à atteindre des tailles qui correspondent à la taille des grosses molécules. Il peut y avoir des mutations du code génétique. Si on va vers des fréquences encore plus élevées, on atteint des longueurs d'onde de la taille de la molécule. On peut avoir donc, avec les UV durs et les rayons X, ce qu'on appelle des modifications d'ionisation des cellules. Et plus loin, avec les rayons atomiques, avec le niveau atomique au niveau du noyau atomique, on a des phénomènes qui atteignent à la rupture, non pas moléculaire, la rupture cellulaire. Donc, en première vue, si on fait cette analyse, on s'apercevra que donc, les effets des fréquences, les effets des ondes électromagnétiques de fréquence, disons, qui sont de l'ordre de 10 puissance 12 Hz ou inférieurs, auront des effets thermiques, et qu'on s'attendra à des effets nocifs pour la santé à partir des effets de 10 puissance 16 Hz, voire 10 puissance 18 et encore, bien sûr, 10 puissance 23. Alors, analysons à partir de ça les ondes de la téléphonie mobile. Eh bien, depuis leur création il y a une vingtaine d'années, au départ, elles étaient basées sur des fréquences de l'ordre de 700 MHz. Elles ont été étendues à 2400 MHz. Et puis, la 5G va aller un peu au-delà, vers 3400 MHz, et faute de bande de fréquences disponibles, elle va utiliser dans l'avenir des fréquences beaucoup plus hautes, 5 fois plus hautes, qui sont 26 000 MHz. Par comparaison, un micro-ondes utilise une fréquence de 2500 MHz. Donc on est dans un domaine de fréquence qui est encadré en jaune sur le schéma-là, qui le situe donc dans les domaines d'énergie de photons basses, puisque nous sommes à des échelles de fréquences qui sont de l'ordre de 10 000 fois ou 100 000 fois inférieures à la longueur d'onde de la lumière visible, ou de l'ordre de 1000 fois inférieures à l'infrarouge. Et l'infrarouge, Dieu sait si nous l'utilisons pour nous chauffer, soit par les radiateurs électriques, soit par le chauffage en général. Donc on est dans le domaine
des effets calorifiques très faibles, énergétiques très faibles. On a pris aussi ces longueurs d'onde parce que elles sont telles elles sont peu absorbées par l'air et les matériaux de construction. Donc, les ondes de la téléphonie mobile sont dans un domaine de fréquence où les effets attendus sont surtout des effets calorifiques et ont la propriété de se propager assez facilement dans les corps, que ce soit les matériaux de construction ou l'absorption dans l'air ou dans le corps humain. Alors, quels sont les effets qu'on peut attendre de la téléphonie mobile? Calorifique, résonant, est-ce qu'il y a d'autres effets? Alors, l'absorption des données avec production de chaleur, c'est le moyen que l'on a de qualifier les téléphones mobiles. En effet, à chaque téléphone mobile mis sur le marché, il y a un calcul d'un indice DAS, qui est un débit d'absorption spécifique, qui est mesuré en watts par kilo, qui caractérise donc la quantité d'énergie émise par les ondes et absorbée par le corps humain lorsque le téléphone mobile est en fonction. Alors, il y a deux modes de calcul. D'abord, il y a le mode pour des petites quantités de tissu humain, parce qu'effectivement, quand on téléphone avec le téléphone près de l'oreille, ce n'est pas tout le corps humain qui est mis en cause, simplement une petite portion. Donc ça permet de mesurer les quantités de chaleur émises dans un domaine précis du corps humain. Par contre, quand on veut calculer l'énergie soit d'une antenne mobile ou soit d'un téléphone mobile qu'on porte sur soi, on parlera de moyenne sur le corps humain en watts par kilo. Donc l'unité, c'est le watt par kilogramme, qui va entre 0,82 et 2 watts par kilo. Il y a quand même des débats pour savoir effectivement comment effectivement mesurer sans biais ces données-là, sachant que les ordres de grandeur sont toujours observés et sont vérifiés de manière très précise par l'ANSES et l'ANFR. Alors, que cela veut dire 2 watts par kilo? Qu'est-ce que ça veut dire 0,82 watts par kilo? Je prendrai comme exemple le bain de soleil. Quand on est au soleil, sur une plage, et qu'on tourne sa tête vers le soleil, eh bien, le soleil nous envoie 1000 watts par mètre carré d'ondes électromagnétiques sur un visage qu'on peut estimer à 4 décimètres carrés, ce qui fait 40 watts. Si on suppose que toutes les ondes ne sont pas absorbées, typiquement, lorsqu'on est au soleil, on reçoit une puissance de 24 watts, 24 joules par seconde, que l'on peut comparer à une puissance d'une ampoule à incandescence de 60 watts, par exemple. Et tout ceci pour illustrer les données d'un téléphone mobile qui explique qu'effectivement, lorsqu'on téléphone longtemps, on a une sensation de chaleur près de l'oreille, mais qui est loin d'atteindre, par exemple, l'effet calorifique du soleil. Alors, si on peut s'attendre à des effets calorifiques certains, mais loin des valeurs dangereuses, est-ce qu'il peut y avoir des effets cancérogènes par absorption résonante, c'est-à-dire excitation moléculaire, ionisation, etc. D'après le tableau qu'on a vu précédemment, on est dans des domaines de fréquence très faibles relativement aux zones où lesquelles les effets sont parfaitement avérés, comme par exemple les ultraviolets. Nous sommes à de l'ordre d'1 million de fois de fréquences plus faibles que l'ultraviolet, 100 000 fois plus faibles que l'infrarouge. Donc, s'il y a effet, ce sont des effets qui doivent être très faibles ou relativement faibles ou très, très faibles. Alors, l'OMS a publié un premier rapport en 2011 dans lequel elle a classé ces ondes-là comme étant peut-être cancérogènes pour l'homme, notamment à partir d'une base, d'une étude d'une équipe suédoise qui avait montré une corrélation entre la téléphonie mobile et le taux de cancer, d'un cancer particulier qu'on appelle le gliome, qui est un cancer du cerveau. Donc ce classement a été beaucoup discuté et notamment était basé sur une étude qui prédisait, par liaison de cause à effet, que la multiplication des appareils dans le monde allait multiplier le taux de cancer, et certains prévoyaient une croissance exponentielle du taux de fréquence de ces cancers induits par la téléphonie mobile.
10 ans après, on a fait des mesures, on s'aperçoit que contrairement à ce qui était attendu en rouge, eh bien, le taux effectif de cancer par le gliome eh bien, était très stable. Donc, l'OMS, sans retirer la classification peut-être cancérogène, a beaucoup insisté sur le mot peut-être, puisqu'elle concluait en 2018 qu'à ce jour, aucun effet nuisible sur la santé causé par l'usage d'un éphéméride n'a été démontré. Donc, s'il y a effet cancérogène, ils sont extrêmement faibles, et pour le moment, il y a peu d'analyses concluantes montrant que ces effets sont sensibles, parce que s'ils l'étaient, ils auraient dû suivre la croissance exponentielle du nombre d'appareils disponibles au niveau mondial. Alors les autres effets, alors là je ne les discuterai pas, parce que ce n'est pas de mon ressort. Les effets physiologiques de la téléphonie mobile pour un enfant qui téléphone pendant 10 heures par jour, les effets sur le sommeil et les performances cognitives sont par exemple avérés. Les effets psychologiques, quand on téléphone 10 heures par jour, on est irritable et on a des problèmes d'attention. Tous ces effets-là existent et sont analysés par l'ANSES dans des rapports très, très détaillés qu'on peut trouver en allant consulter sur leur site. Il faut surtout regarder les conclusions, qui sont toujours extrêmement prudentes. Pourquoi sont-elles extrêmement prudentes ? On le verra tout à l'heure. Parce que démontrer qu'une technique n'a aucun effet est quasiment impossible. Passons maintenant au deuxième débat de société, le compteur Linky. On a vu que le compteur Linky est une source de champs électriques et de champs magnétiques très faible, relativement faible, beaucoup plus faible que beaucoup d'appareils ménagers. En même temps, c'est une source d'ondes électromagnétiques parce que pendant de courtes périodes durant la nuit, il va émettre des signaux vers le centre pour transmettre les données sur la consommation d'énergie. Pendant ce courte période, le compteur Linky va être un émetteur d'ondes électromagnétiques qui va propager par ce qu'on appelle le principe du courant porteur en ligne, qui vont se propager sur les fils électriques de l'appartement et donc vers l'extérieur. Il faut comprendre que ces fréquences-là, qui sont la fréquence du CPL bas, sont des fréquences de la radio, 10 puissance 5 Hz, 10 000 Hz, qui est très 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 bas, qui correspond à des longueurs d'onde de l'ordre de 3000 mètres. Donc, s'il y avait des discussions sur la téléphonie mobile et les possibilités carcinogènes de la téléphonie mobile, on est là dans des domaines de fréquences beaucoup plus bas encore, pour lesquels la possibilité d'effets carcinogènes sont encore beaucoup plus faibles. Donc les rapports mondiaux et de l'ANSES ont tous conclu à ce que le compteur électrique n'a pas d'effet physique mesurable, tant en termes de champ et tant qu'en termes d'ondes électromagnétiques. Alors passons maintenant à la 5G. La discussion est très vive. Alors, il y a des aspects que nous n'aborderons pas. Est-ce qu'il faut la 5G ? Est-ce que c'est écologiquement supportable ? Est-ce que ça ne va pas induire des effets sur l'énergie ? Parlons des effets physiques. Eh bien, la téléphonie 5G de base, qui est autour de 3400-3800, sans trop d'efforts, est juste une petite décalage en fréquence par rapport à la téléphonie 4G. Donc, il n'y a pas de raison de croire que la téléphonie 5G à ce niveau ait des effets différents de ceux observés à la téléphonie mobile classique 4G. En revanche, faute de fréquences disponibles, il a fallu explorer des fréquences plus larges, plus élevées, et la future téléphonie 5G traitera des fréquences qui sont de l'ordre de 25 MHz, c'est-à-dire de l'ordre de 5 à 6 fois supérieures à la téléphonie mobile actuelle. Donc avec des longueurs d'onde qui sont de l'ordre du centimètre, alors que les ondes actuelles sont plutôt de l'ordre du décimètre. Qu'est-ce qu'il y aura donc d'effets potentiels ? Des effets physiques, certainement il y aura des effets calorifiques, comme toute onde absorbée par un corps, sauf qu'ici, vu les longueurs d'onde concernées, l'effet sera surtout en surface, puisque les ondes de la 5G sont absorbées beaucoup plus rapidement par la matière et par
les corps, les matières vivantes en particulier. Donc chaleur, oui, en surface, mais on sera loin des valeurs telles qu'on pourra observer des brûlures, comme quand on met la main sur une cuisinière ou quelque chose comme ça. Résonant. Alors, il y a la probabilité très faible qu'il y ait des effets ionisants, dans la mesure où d'abord, actuellement, il y a une zone de fréquence qui est autour de 20 000 MHz, qui est utilisée par les scanners dans les aéroports et qui ont été étudiés en détail et pour lesquels il a été démontré qu'il n'y a pas d'effet ionisant. Là, on est un peu plus haut, à 26 000 MHz, donc c'est un décalage en fréquence. Donc, le décalage est peu suffisant pour estimer qu'il puisse y avoir des effets massifs en termes d'ionisation, mais il faut vérifier. Et c'est ce que demande l'ANSES en disant qu'il est nécessaire de faire même s'il y a des études qui ont prouvé qu'autour de ces fréquences de la 5G, il n'y a pas d'effet sanitaire sensible, eh bien, il faut quand même, pour être sûr, aller vérifier de manière précise ce qui se passe dans la bande de fréquences concernée. Voilà. Donc, en conclusion, que ce soit la 4G, téléphonie 4G, que ce soit le Linky, le débat devrait être un débat de société, un débat économique, un débat écologique, mais la base physique en général prévoit que les effets physiques de ces équipements-là sont soit négligeables, soit très très faibles. Et que donc, toute argumentation qui serait basée sur des effets, la dangerosité de ces ondes-là est plutôt illégitime. Le débat devrait être clair sur les impacts économiques, sociologiques, psychologiques et politiques de ces équipements. Alors pour conclure, je terminerai par des considérations sur le fameux principe de précaution, parce que dans beaucoup de débats, il est avancé l'argument vous n'avez pas prouvé que votre nouveau système ne présente pas de risque. Vous n'avez pas d'études qui le prouvent. Eh bien, la science, elle a beaucoup de possibilités, mais ne peut pas tout. Elle peut prouver que quelque chose a un effet, elle peut mesurer, elle peut quantifier les effets, quand il y en a. Par contre, elle ne peut pas prouver que quelque chose n'a pas d'effet. Elle peut dire qu'il y a des effets très faibles, mais comment prouver que quelque chose n'a absolument aucun effet, un risque zéro? Ceci n'est pas possible scientifiquement, parce que personne ne peut prévoir qu'une étude, dans un cas très particulier, prévoit que dans un cas de 1 million sur 1 milliard ou 1 million de cas, il y ait un effet, auquel cas ce n'est pas un effet nul, mais c'est un effet négligeable. Donc, la notion d'étude prouvant qu'un dispositif n'a pas de risque n'est pas possible. Juste pour faire un peu d'humour, je citerai par exemple l'étude qui est une étude farfelue, mais qui a été réussie à être publiée par un journal scientifique qui, lui, est complètement farfelu, qui tendait à démontrer que la chloroquine avait des effets sur les accidents de trottinette. Bien sûr, l'étude elle-même et les personne ne croit que la chloroquine peut avoir des effets positifs ou négatifs sur les accidents de trottinette, bien que, en tant que scientifique, on devrait pouvoir dire qu'à première vue, les effets sont faibles et négligeables, sachant qu'on ne peut jamais prédire que le risque zéro n'existe pas. Donc, dans vos débats, dans les débats qui sous-tendent tous ces débats de société, il faut partir du principe que la science ne peut pas tout. La science peut mesurer des effets physiques, voire sanitaires, lorsqu'ils existent, mais elle ne peut pas prouver qu'il n'en existe aucun. Et donc, le principe de précaution prise dans l'absolu est un non-sens scientifique et qu'on doit plutôt avancer un principe de prudence. Voilà, pour terminer, je vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 2, qui va traiter des problèmes d'énergie et d'entropie.